aujourd'hui, je suis très contente d'être avec toi. J'ai changé un peu le décor pour parler des REM, résilience émotionnelle. Dis-moi si ça te va. Si tu aimes, fais un clic, abonne-toi. Comme ça, tu m'aiderais à avancer dans ma chaîne et ma résilience émotionnelle. Dans ce podcast aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces deuils renaissance que nous vivons un peu toutes les personnes. Mais bon, aujourd'hui, c'est parler un peu de cette migration émotionnelle. Sais-tu que migrer, c'est s'arracher un morceau de ton cœur? Dans chaque épisode de REM, j'ouvre mon âme pour partager mon histoire, en espérant que tu trouveras la tienne dans chaque battement. Je m'aimerais bien aller un petit peu plus loin. En octobre 2002, j'ai quitté ma Colombie avec un rêve. De rester une année en France, apprendre la langue française et retourner à mon travail que j'ai adoré. Mais migrer, c'est plus qu'une grosse valise, vraiment. C'est une migration, chaque fois, pour moi, c'est une migration émotionnelle. Un deuil silencieux qui t'atteint sans prévenir. Je suis Luce-Angélie Torres, je suis colombienne, coach en résilience émotionnelle. Je suis avec 23 ans loin de ma terre et je te raconte comment j'ai affronté la solitude, la faim et j'étais donnée par des miracles qui m'ont sauvé la vie. Nous parlerons de la foi comme phase de confiance, des deuils qui nous sculptent et que la renaissance vraiment nous font briller. Chaque fois je dis, l'émigration c'est pas simplement partir d'un endroit, c'est vraiment le vivre aussi intérieur. Alors, en 2002, j'ai travaillé dans quelque chose qu'en Colombie s'appelait la sécurité sociale en Colombie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et vraiment, j'étais entourée d'une équipe merveilleuse. J'ai jamais eu une équipe fantastique. J'ai pas trouvé de personnes comme ça. Mais les rumeurs de licenciement grandissaient comme un nombre pendant toute cette période-là. Et une chef de service, il m'a dit, Angélie, attends, ma fille est partie en France comme fille père. Elle a ta même âge. Par tes visites. J'ai répondu, mais c'est quoi fille père? Elle m'a dit, fille père, c'est de garder des enfants des autres personnes. C'est pas... Je dis, non, garder des enfants, c'est pas pour moi. Mais quand même, elle m'a donné le numéro de téléphone de l'agence des services qui s'est chargée de faire les connexions pour partir à différents endroits du monde et devenir fille père. Mais dans les cas, c'était la France. Et je me dis, bon, ça me coûte rien. Donc, je suis allée à voir et j'étais reçue par un couple. Mais c'était pas dans un bureau, dans une agence, c'était dans un appartement. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, ici, eux se chargent les traites des blanches. Je dis non. J'ai jeté tous les papiers, tous les dossiers, j'ai mis tout à l'écart. Mais les licenciements sont arrivés petit à petit. Et je dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Et un jour, ça passait un bon moment, plusieurs mois, et un jour, en nettoyant mon portefeuille, je trouve un numéro écrit en crayon, juste un numéro, ça nom, ça rien. Je dis, tiens, je vais appeler, c'est de qui? Et me répond la dame, toute contente, elle me dit, Angélie, quelle joie! C'est drôle, j'avais ton dossier récemment dans mes mains. Alors, je viens de voir ta candidature. Tu pars? Et là, j'ai senti une force qui me disait, vas-y. Je dis oui, mais je ne parle pas le français. Je commençais à sentir mon corps qui s'emballait complètement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut lire? Et là, je me suis dit, bon, je perds de rien. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui me sont contactées en français. Je ne parle pas le français. Jusqu'à un bon jour, une dame m'appelle en espagnol. Il me dit, je suis colombienne, je suis mariée avec un français, je cherche à quelqu'un. Et je dis, c'est moi.
Et je dis, bon, au moins j'arrive dans une personne qui parle espagnol. Il avait des exigences à accomplir à niveau de français. Donc, j'ai pris un cours basique, mais vous allez rigoler, il avait une personne qui parlait l'allemand. Il m'apprenait le français, donc je peux dire que je n'ai pas pris le français. Et dans l'ambassade, une dame très aimable, Claire s'appelait, il m'a aidé à remplir le formulaire. Quand je me présente déjà à passer au guichet, les gens qui sont à côté de moi, ils me disent combien de fois es-tu venu pour la visa? Je suis toute innocente, toute naïve, je lui dis c'est ma première fois. Il me dit prépare-toi parce que moi je suis venue déjà 5 fois. Et c'est hyper difficile d'avoir une visa, donc c'est même pas la peine, c'est trop compliqué. Bon, d'accord, ok, si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Et je passe au guichet, et la personne commence à regarder, il me dit, oh mon Dieu, c'est fini, c'est pas possible. Il prend mon passeport, il me dit, venez demain. Il me donne un ticket, quelque chose comme ça je pouvais entrer à la visa, et vous venez. Je dis, pourquoi ne pas dire non tout de suite, hein, c'était plus facile, plus rapide. Bon, je suis retournée les jours des lendemain, aux surprises, la dame me dit, je suis désolée, voilà votre visa, c'est hier, c'est fini les visas à papier, et puis, voilà, vous pouvez partir, bon voyage. Et là, je sentais que tout ça s'écoulait si vite que semblait vraiment être mon destin. La visa, il arrive les jours des lendemain, comme un miracle. Et je dis, donc, allons-y, c'est comme ça. Le deuil migratoire quand l'âme voyage. Alors, je croyais que migrer, c'était juste faire ses bagages. Mais pour être sincère, le deuil m'a prise au piège sans prévenir. Je pense que tout ce qui on part et on voyage ailleurs, ça l'arrive. Le deuil migratoire. Vraiment, c'est pas simplement une valise, c'est un voyage de l'âme. C'est une deuil partial parce que mon pays ne disparaît pas, mais il est loin, récurrent, parce que chaque appel aux nouvelles va rouvrir cette deuil, cette douleur et se multiplie en fait. Parce que tu perds ta famille, tes amis, ta langue, ta culture, ton statut social. C'est pas que tu la perds définitivement, mais c'est juste que tu sens cette sensation de perte de quelque chose dans lequel tu as connu, tu as vécu et qui aujourd'hui se trouve différente. Il faut dire qu'on vit 4 étapes du deuil migratoire. Le premier, c'est la lune de miel, en fait. C'est lune de miel qui, finalement, t'arrives en Colombie. Je suis arrivée en France en 2002, éblouie, tout était magique. Les rues, c'était la première fois que je voyais la neige tomber, donc c'était magnifique. Les mots nouveaux, les gens parlent tellement joli le français. Je veux parler comme eux. Je prenais des photos, j'ai goûté des nouveaux plats. Je pensais ici, j'aurais des succès. Deuxième phase de deuil migratoire. La nouveauté s'estompe. La langue, quelque sorte, te transforme, en tout cas m'a transformée. Je n'étais plus Los Angelitos qui s'exprimait en espagnol avec tout ça, mais une version qui luttait avec des mots, des nouveaux mots en fait, pour se faire exprimer, pour se faire connaître. Ça arrive la tristesse et la mélancolie parce que je me suis heurtée aux stéréotypes. Colombienne, chaude, Pablo Escobar, guérilla. Vous n'imaginez pas tout le temps comment j'ai pleuré. Et je me disais, mais personne ne parle pas de Garcia Marquez, ou même de Shakira, ou des autres, et Botero, par exemple. Non. Parler des choses toujours négatives. Il faut dire que la solitude faisait mal, et la nostalgie de mon pays m'étouffait. La troisième phase,
c'est l'adaptation. T'arrives à t'adapter. Bon, petit à petit, tu t'adaptes. Tu penses rencontrer ton lieu. T'apprends les nouvelles phrases, tu fais des erreurs, t'apprends le français, tu manges des millefeuilles. Voilà. Tu fais un pont entre les deux cultures, à un certain moment, avec du respect et d'amour. Et la dernière phase, c'est l'acceptation. Finalement, tu trouves ta paix. T'acceptes la migration, la tristesse un jour et l'acceptation d'autres. Le deuil migratoire, c'est une rivière, comme on disait Héraclite, qui flue différemment chaque jour. Et il faut être patiente avec toi. Enlacer chaque étape. Te souvenir que tu es courageuse et que l'histoire, c'est un miracle en tout cas. La crise profonde. Alors en France, comme fille père, j'ai appris, pour première fois, je pense que j'ai connu la solitude pour sa forme la plus brute. En arrivant en hiver en 2002, dans une famille adorable, je peux dire que j'étais dans une famille adorable, mais les 3 premiers mois, je comprenais absolument rien. J'ai pleuré, j'avais froid, je n'avais pas d'événements adaptés pour supporter le froid. Et je dis à ma famille, non mais je retourne, surtout à ma mère, non, je rentre, c'est trop, c'est dur. Il me dit, s'il te plaît, reste, attends-moi, je vais demander des vacances. Je dis, tu viens quand? Il me dit, en août. Je dis, oh, jusqu'à août, j'étais encore en décembre, en janvier. C'est impossible, je vais mourir. Bien. J'ai appris que en même temps de cet appel téléphonique, j'appelle en Colombie, et j'ai appris que mes amis avaient tous été licenciés. Ah, j'ai tellement pleuré. J'avais l'impression qu'avoir venu ici, c'était une erreur. Et je me plaignais partout. Le froid, la faim, l'événement. Et c'était dur. Après, je suis sortie de cette famille adorable, même qui ne voulait pas que je parte, mais il fallait que je me lance à faire quelque chose de différent. Comme vous avez vu dans l'épisode précédent, dans l'épisode 2 des podcasts, pourquoi j'ai resté en France. Et voilà, donc j'ai commencé à chercher du travail. Le premier, c'était comme serveuse dans un restaurant. Et là, je peux dire ma première déception. C'était terrible. On m'a volé 2000 €, une fortune pour une étudiante. Et le pire, c'était mes compatriotes. Les mêmes Colombiens, ils me volaient de l'argent. Ah, c'était une déception. Donc après ça, j'ai vécu 3 mois sans emploi. Et vraiment, j'ai connu la faim. Quelque chose que je n'ai jamais vu en Colombie, que je n'ai jamais imaginé. La frustration, la solitude, la déception. Et dans cette période de famine, on va dire comme ça, de déception, regardez mon podcast numéro 2, comme ça vous comprendrez pourquoi, qu'est-ce qui m'a sauvé un peu. Et j'ai accepté de travailler à garder 3 fillettes qui semblaient... Voilà, c'est une famille qui me payait très bien, une famille qui me payait 3 fois plus que des autres personnes. Je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, c'était un temps limité, mais j'avais beaucoup d'argent et j'avais un besoin énorme. Il semblerait des filles qui s'étaient nées du diable. Oh mon Dieu, elles me rejetaient de la nourriture au visage, elles me tiraient les cheveux. Ils s'étranglaient entre elles-mêmes. J'ai resté 3 mois. À la fin, je me suis dit, je vais finir pour devenir folle. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile à gérer.
Mais curieusement, cette petite m'a appelé en disant que c'était la seule personne qui lui donnait de l'amour. Donc je pense que nous, les Colombiens, ou les Latinos en général, nous sommes trois câlinous avec les enfants, même qu'ils soient catastrophiques. mais c'était un peu ma première rencontre. Et voilà, c'est bien passé. Et c'est elle qui m'a aidé et me sont aidés. La adaptation. Petit à petit, j'ai intégré la nouvelle culture dans ma vie, il faut le dire. J'ai appris les codes sociaux, formés par des connexions. Mais je me fais des amis, en tout cas. Mes premières amies, c'était chiliens. Donc, à part que j'apprenais le français, je devais apprendre le chilien. Parce que, même que c'est l'espagnol, c'est différent. Les gens qui en parlent avec des chiliens pourront me comprendre. Les miracles dans les petits gestes. Donc, dans les périodes sans emploi, au bout d'un moment, j'avais besoin de 414 €, tel quel, pour payer le loyer et pouvoir acheter des choses. Et j'ai emprunté à une amie de l'argent, mais elle m'a dit, mais tu aurais besoin que tu me le rembourses le plus rapidement possible. J'ai dit, ok, mon Dieu, écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de cet argent, de le récupérer rapidement. Et je suis allée au guichet automatique pour vérifier un peu la compte, au cas où j'avais un miracle. Et là, dans la file d'attente, une dame me dit, mademoiselle, tu as fait tomber quelque chose. Et j'ai ramassé, et je dis, mon Dieu, mais c'était l'argent. J'ai vérifié 417. Exact. Oh non. Je me suis dit des tout. Irresponsable. Voilà. Tous les grands dieux meus qui ont s'est dit qu'on fait des choses, qui est irresponsable et le reste. Je rentre à la banque à déposer les 417 € et en même temps vérifier dans mon sac le trou. Parce que sûrement, si je laissais tomber, il avait un trou dans mon sac. Et figure-toi que il n'avait pas de trou. J'entre et avec surprise, j'avais l'argent qui s'était emprunté. J'avais les 417 € que j'ai rendu à la fille. Si les songes existent, ces jours-là, je l'ai su. Les périodes que j'ai vécues, toutes les choses que je faisais. Mais ces jours-là, vraiment, j'ai compris qu'on n'est pas toute seule. La mauvaise habitude de la famille, une des mauvaises habitudes, c'est qu'ils te racontent jamais ce que ça se passe en Colombie. Par exemple, moi, dans mon cas, c'était la mort de ma grand-mère. Ma famille me sont informés 3 mois après parce qu'ils ne voulaient pas m'inquiéter. Mais au-delà de m'inquiéter, le silence fait plus mal. Il m'a éloigné de ce que j'étais. C'était dur. Je n'ai pas pu vivre le deuil de ma grand-mère comme on devait le vivre. Je sais que 3 mois après, je me suis agenouillée. J'ai récité un Père Notre. Non pas en demandant des protections, mais en me rendant à ces nouvelles vies loin de ma famille. Et j'ai compris que la foi, c'est faire confiance en fait, que quelque chose de plus grand peut-être va arriver. Et il y a un conseil de la famille qui voyage et qui sont très loin. S'il vous plaît, racontez-nous qu'est-ce qui se passe. Même que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes, même qu'on ne peut pas être là présente, mais laissez-nous vivre le deuil dans les moments qu'il faut le vivre. Les mythes. Il y a des mythes horribles que, quand tu arrives à ton pays, les gens te disent. Le premier mythe. Tu travailles dans ce que tu aimes. Quand on arrive dans un autre pays, il ne nous attend pas avec un bureau vu sur la mer. On arrive et il faut recommencer depuis 0 en fait. Parfois depuis 10. Donc, on n'arrive pas à cet endroit merveilleux qu'on imagine. On doit vraiment se réinventer.
en travaillant dans différentes choses, comme la serveuse, comme je fais le ménage, j'ai été travailler dans un restaurant, j'ai gardé des enfants, c'est réinventé. Mythe numéro 2, quand tu arrives en Colombie, les gens te disent, tu gagnes en euros, tu dois avoir beaucoup d'argent. Manger du riz aux œufs pour économiser. Alors, je suis milliardaire. Aïe, 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 aïe. Non, on n'a pas d'argent dans les sabres, on travaille comme en Amérique latine, on a des problèmes financiers, on a des problèmes d'argent, on gagne de la même manière, les loyers sont super élevés, enfin on vit, c'est pas parce que là-bas quand j'arrive, la monnaie peut changer, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une équivalence égale. Donc non, on n'a pas d'argent partout. Mythe 3, là-bas tu travailles dans ce que tu as étudié. Oh mon Dieu, tu parles. Si seulement, vraiment. Les lois changent, les diplômes ne sont pas toujours reconnus et il faut vraiment recommencer. Quand tu arrives comme la France, que c'était mon cas, tu commences des zéro. Et c'est commencer vraiment de te réinventer. Si tu as envie d'étudier, comme c'était mon cas, c'est faire un nouvel métier. Je commençais à faire l'art-thérapie. Rien à voir au travail social que je faisais avant. Le mythe numéro 4, c'est marie-toi avec un Européen pour avoir les papiers. Oh mon Dieu. J'ai vu beaucoup de femmes le faire. Parfois, elle obtient les papiers, ça c'est sûr, mais souvent, elle finissait brisée, mon Dieu, et s'est brisée vraiment à l'intérieur d'elle-même. Parce que l'amour, c'est pas équivalent à la même chose. Si je veux te dire, regarde mon podcast numéro 2, comme ça tu comprendras un petit peu plus. Mythe numéro 5, pourquoi apprendre la langue? Je me débrouille, tu te débrouilles, mais qui nous défend? Qui te défend? La langue, c'est le pouvoir. Apprendre la langue, c'est pouvoir comprendre un document, comprendre que je ne dois pas signer des documents. Combien de personnes je veux être manipulées le fait qu'ils ne parlent pas la langue? Donc, la langue, c'est le pouvoir. Il a un outil puissant que c'est le tapping pour libérer le deuil. Cet outil, je l'aurais voulu vraiment l'avoir apprendre bien avant de venir ici. Parce que l'anxiété, la tristesse et le stress sont présentes. Et moi, j'aimerais bien te demander si dans ces moments-là, qui est un moment de stress, d'anxiété, de deuil, évalue, il est en combien? De 0 à 10. Combien cela pèse? Et on va on commence à tapoter au milieu de l'œil, à côté de l'œil, en bas de l'œil, à la clavicule. On touche le poignet, on respire. On dit paix. Et on commence. Je me libère. Je libère l'angoisse, le stress, la solitude, la culpabilité. On respire. On reprend. Je ressens les émotions sans les juger. Dis, il est sûr de les laisser partir. En bas de l'œil. Fermez les yeux et sentez comment ils se libèrent. Dans la clavicule. Tu respires. Évalue à nouveau. De 0 à 10, il a diminué ses sensations. Et sinon, on reprend. Après de l'œil. À côté de l'œil. Et je laisse partir. Je laisse le partir. Ici et maintenant. Étudie le mot paix. Les poids a-t-il diminué? S'il arrive à 0, bravo. Mais si tu sens encore qu'il a la sensation, reprends la vidéo et répète avec moi. Je t'invite à écrire dans un journal, un happy journal, toutes les belles choses que tu vis tous les jours.
toutes les belles choses que tu as appris, quand ça t'apprend à ton cerveau à penser à des choses exceptionnelles. Voilà, on arrive à la fin. Et je voulais te dire que mes rêves, c'est un chaos. Mais aussi, c'est une opportunité de te redécouvrir, si tu pars à un autre continent aussi. Et quel deuil peux te lâcher en fait aujourd'hui? Oh, quel pont peux-tu construire de culture? La foi, c'est faire confiance et pas attendre des garanties. C'est voir des miracles dans des petites choses, comme ça m'est arrivé à moi avec les 417 € qui étaient sous le sol. Les anges existent et ils m'accompagnent. Si tu traverses le monde, si tu as traversé le monde, ou se reconnaître à l'intérieur de toi, je le dis de cœur, je t'aime et sois téméraire. J'ai confiance en toi, un téméraire de cœur. Et en avant. Et je t'invite à regarder mon prochain podcast qui aura lieu bientôt. Je vais parler sur la maternité et la résilience. Et abonne-toi ici sur ma chaîne, fais clic et dis-moi qu'est-ce que tu en penses sur ce podcast. Pour l'instant, je te dis à bientôt. Et merci.